Vous êtes bien, ne changez rien, vous êtes bien effectivement sur les technos, épisode 93. On va passer ensemble en revue toute l'actu de la semaine, ABCD, le petit abécédaire, comme d'habitude. Un petit changement quand même cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, regardez bien. Oui, il y a Pamar qui est parti se reposer. Bon, il n'y a pas de raison, après tout, pourquoi il ne se reposerait pas, le brave homme. Et avant de partir, il nous a laissé les clés du studio. Et donc cette semaine, c'est Benoît et c'est Bruno. Salut Bruno. Salut Benoît. Bruno qui nous retrouve depuis Luxembourg, parce que l'équipe s'étend non seulement en nombre, mais aussi en région. Alors, avant de commencer notre abécédaire, si tu veux bien Bruno, je voudrais faire, parce qu'on a eu des messages super sympas, donc je voudrais faire un petit coucou à Eric, Stéphane Simo, Pascal L, De Witty et les autres qui nous ont laissé des messages super gentils, des commentaires super sympas sur le fait qu'ils apprécient ce qu'on fait. Donc on espère que vous allez continuer, parce que nous, ça nous fait très plaisir de voir ce genre de choses. Pas vrai ? Oui, effectivement. Donc, dites surtout les noms des chroniqueurs qui vous plaisent. Donc, moi, c'est Bruno, de Luxembourg. Et l'autre personne, c'est pas Marc. Il a presque la même chemise, mais c'est Benoît aujourd'hui. La même chemise, c'est l'autre. Ok. Donc, A comme... Et non pas A comme Apple, mais A comme Adobe. On démarre avec A comme Adobe, parce qu'Adobe a fait de chouettes annonces cette semaine avec des logiciels, la famille grand public chez Adobe. Photoshop Element, premier élément, version 15, la nouvelle version, c'est de l'ordre de, je pense, 150 €, donc c'est vraiment du logiciel pour le grand public, c'est pas comme la suite professionnelle. Photoshop Element, c'est pour la retouche de photos, et premier élément, c'est pour le montage vidéo, donc les vidéos de famille, les choses pareilles. Il y a plein de nouveautés. Par rapport à la suite professionnelle, deux grosses différences. Le prix d'abord, évidemment. Et puis aussi la manière dont les fonctions sont mises en avant. C'est beaucoup plus accessible. C'est pas la retouche extrêmement compliquée, mais c'est vraiment prendre les fonctions que les gens essayent de faire avec leurs photos, enfin ce qu'on va améliorer sur ces photos, et de fournir une fonction sur mesure pour ça. Et par exemple, et celle-là, elle m'a vraiment éclaté, c'est la capacité de retoucher un visage. Donc sur une photo, on peut même avoir plusieurs visages, on sélectionne un des visages, et on a une petite boîte de contrôle pour venir dire « il sourit pas assez, celui-là, crac, je le rends plus souriant », ou « il a les yeux un peu trop fermés, hop, je lui ouvre les yeux ». Et donc on retouche le visage, mais des manips qu'il y a quelques années prenaient plusieurs heures pour avoir quelque chose qui est plus ou moins potable, là c'est juste, pof, je le rends plus souriant, et hop, il est de bonne humeur. Une autre petite... il y en a plein des nouveautés comme ça, mais une autre qui m'a plutôt séduit, c'est le filet. Quand on fait des photos de sport, il y a eu les Jeux Olympiques récemment, si on a un coureur, on va souvent avoir un fond derrière qui est flou, et ce fond flou, ça marque le mouvement. Et alors, c'est un peu technique pour réussir cette photo, il faut bien arriver à bouger, etc. Donc, on n'y arrive pas toujours parfaitement, et notamment papa, maman qui font des photos, ils n'ont pas toujours ce joli filet pour leur athlète remarquable. Et là, l'idée, c'est la même chose, on a un petit filtre, aussi simple qu'un filtre Instagram, pour dire voilà, je veux que le fond il devienne flou, mais mine de rien derrière il y a énormément de puissance de calcul, parce qu'il faut analyser l'image, reconnaître les bons morceaux, sans avoir à faire le détourage, sans avoir à faire toutes ces choses là. Tu utilises ces logiciels toi? Non, mais je devrais, parce qu'en fait j'aimerais bien me mettre quelques cheveux sur le crâne. Oui. Donc je pense que ça va pas être si cher que ça, c'est moins cher qu'un implant, et je pourrais faire la couverture de certains magazines, peut-être. Ah oui, c'est peut-être une idée, effectivement. Prochaine version, là, je vais rajouter. Ok, Bruno, on reste chez toi pour parler toujours de A, mais on va parler de A comme Amazon, parce que Amazon, il se fâche sur certaines personnes, en fait. Oui, Amazon s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des reviews, des critiques de certains des produits qu'ils vendent qui étaient trop bons. Et ils sont, en se penchant sur le sujet, ils ont trouvé que c'est des reviews venant de gens qui ont reçu les objets en question par la marque, et donc qui ont tendance toujours à embellir les choses, à donner une bonne critique à ces objets-là, non pas
parce qu'ils ne pourraient pas donner leur vrai avis, hein. Ça c'est clair, c'est des gens qui en principe pourraient le faire, mais parce que ces gens ont peur certainement de ne plus recevoir des produits de manière incentivée comme cela. Donc voilà, Amazon a décidé de les bannir carrément, comme il avait déjà banni tout ce qui est reviews monétisés, donc où les gens reçoivent de l'argent pour donner leur avis sur des objets, sur des articles. Voilà, mais donc c'est une bonne chose, je pense. Ils ont aussi un programme pour faire ça. Ça s'appelle l'Amazon Vine, si je ne me trompe pas. Et là, c'est le principe pour un peu amorcer la pompe à commentaires. Amazon envoie le produit à certains de ses clients qui sont dans une liste sélectionnée. Et derrière, je suppose que les gens qui sont sur Amazon Vine ont aussi peut-être un peu tendance à dire « Waouh, elle est super cette théière !» Oui, bien entendu, ils vont appliquer la même procédure à ce Vine, effectivement. Ils vont en fait simplement baisser de ranking ces critiques-là, qui auraient tendance aussi à être trop positives, hein. Donc voilà, je pense que ça sera dans l'intérêt du consommateur d'avoir des reviews sur lesquels on pourra se fier vraiment, parce que beaucoup de gens achètent un produit en fonction des commentaires que laissent les autres utilisateurs. C'est vrai que c'est quand même un élément. Enfin, moi, même si je suis dans un magasin, il m'arrive de sortir mon téléphone pour vérifier la critique sur Amazon du produit que j'hésite à acheter, quoi. Bon, A comme Amazon, donc il vaut mieux avoir confiance en final. Oui, bien entendu. A comme Amazon, A comme notre grand classique, A comme Apple. Alors on va faire assez court, on y va. On va faire assez court parce que l'actu que moi j'ai retenu d'Apple cette semaine, c'est d'avoir lancé des podcasts parlés. Enfin des podcasts de titres de presse parlés. Donc l'idée c'est de prendre des grands titres de presse. Pour le moment c'est la presse américaine, donc c'est Time, c'est des choses comme ça, TechCrunch, etc. Et de les faire lire par des lecteurs professionnels, donc pour avoir quelque chose qui va être très fluide, très joli. Et ça te fait des petites émissions. Il y en a qui vont être très courtes si les articles sont courts, plus longs si l'article est plus long, que tu peux comme ça écouter, par exemple en faisant du sport, dans les transports, etc. Là où on va peut-être pas avoir on n'a peut-être pas toujours le temps de lire. On peut pas avoir du temps devant soi, mais si on court par exemple, on va pas courir avec le journal devant soi. Et donc là, comme ça, on peut quand même se tenir au courant de l'actu. Évidemment, ça c'est après qu'on ait écouté les technos, hein. D'abord, on écoute les technos, et puis on va télécharger les autres podcasts d'Apple. Oui, parce que nous, on décrypte l'information, et là, on pourra avoir toute l'information, anglophone surtout, non décryptée. Donc voilà, en RAW, hein, comme les photographes aiment bien le dire aussi. Ok, donc ça c'était l'actu du A. Je pense qu'on a fini la lettre A. On va passer à la lettre B avec un petit truc très simple. B comme bouteille. C'est un petit gadget que j'ai vu récemment. Ça s'appelle la Memo Bottle. C'est une bouteille d'eau. Et ça m'a amusé parce qu'il y a plein de bouteilles maintenant qui sortent, qui sont très branchées, très électroniques, tu vois, qui te rappellent quand tu dois boire, avec qui te font des alertes sur ton Apple Watch, sur ton téléphone, etc. Et en fait, je trouve ça horriblement gadget et pas très utile. Mais là, une bouteille moderne que j'ai trouvé vraiment utile. L'idée, c'est de faire une bouteille qui a le même format qu'un iPad, donc c'est-à-dire un format rectangulaire et plat. Du coup, tu vas pouvoir la glisser à côté de ton iPad, et donc c'est la première bouteille, entre guillemets, compatible avec les gadgets. Attends, je t'arrête tout de suite. Mais tu crois que tu as trouvé quelque chose de nouveau, là, ou quoi? Bah oui, attends, j'ai découvert. Regarde, je te montre là. Oh! Tu vois? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il l'a! C'est trop fort, le mec! Et devine où je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans les affaires de mon épouse. D'accord. Qui transporte beaucoup de cahiers, de livres, etc. Donc ça fait quelques semaines que ça traîne à la maison. Ah, donc c'est nouveau quand même. Tu peux pas dire. Quelques semaines quand même. Ouais, hein. Donc effectivement, mais c'est pratique, hein, parce que tu le mets à côté des livres, à côté d'un iPad, c'est casable dans une mallette. Hein. Donc effectivement, ça c'est super. Il faut pas toujours penser objet connecté, il faut penser objet pratique. Voilà, mais c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui va. Mais je suis content que tu l'aies vu et que tu puisses nous le montrer. Je m'y attendais pas. Le truc, c'est que là, enfin moi, c'est ce qui m'a bien plu. Je me suis dit, ça, c'est vraiment une bouteille maligne pour aller à côté de nos gadgets. Voilà. Et si madame en a une et qu'elle en est contente, c'est encore mieux.
Allez, alors on continue. C'est comme courriel pour faire un... C'est juste un petit lien que j'ai trouvé assez amusant. C'est une vieille émission de la BBC des années 1984, l'année de la sortie du premier Mac. Et c'est une émission qui s'appelait Database. Donc tu cherches Database email 1984 dans Google, tu vas le trouver, ou tu vas sur le site des technos et tu verras le lien, on le laissera sur le site. Et le truc est très gag, c'est une émission donc, de l'époque où les gens envoient un email. Alors il faut situer qu'à l'époque c'était tout à fait nouveau, quoi. Et donc les gens sont en train de montrer comment ils envoient un mail, et c'est super marrant parce que le gars... pour envoyer son mail, il doit débrancher des câbles, brancher des câbles, agiter des switches, etc., faire plein de trucs. Et il est en train de faire tout ça tout en répétant, vous voyez, c'est super simple. Et on mesure le progrès qu'on a fait depuis, quoi. Voilà, c'est comme courriel. Je sais pas, ça t'inspire quelque chose ou on passe directement à F? Juste non, j'ai une petite remarque à faire par rapport au courriel quand même. Les gens de nos jours sont tellement habitués à avoir des emails, à avoir des réponses tellement rapides, mais il faut pas oublier justement que le protocole qui sert à transporter les emails est très très ancien, oui. Et en fait très problématique parce que n'est pas du tout lié à toutes ces notions de sécurité qu'on a de nos jours. Donc voilà. Évitez d'envoyer des mails. Téléphoner, c'est plus simple, c'est plus secure, on va dire. Ok. F comme Facebook, Bruno, tu vas nous parler un petit peu de la dernière idée de Facebook, qui est de faire un marketplace. Oui, c'est un peu dans la même idée. Quand je vous dis téléphoner au lieu d'envoyer des mails, c'est Facebook qui s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de groupes qui se créaient pour vendre ces objets sur le réseau, sur Facebook, a décidé de sortir Facebook Marketplace, qui tend à vous aider, donc qui tente de vous aider à vendre des objets, mais à votre entourage. Donc pas forcément comme le ferait eBay, à le vendre sur toute la planète, mais vraiment à mettre sur cette plateforme-là un objet en vente et que vos voisins voient qui a des objets en vente, soient intéressés, vous contacte, communique un petit peu ses désirs et qu'on puisse marchander les prix, mais aussi discuter du moyen de paiement et venir voir l'objet, repartir avec si on trouve entente. Donc c'est un peu rapprocher les gens finalement, ce qui est le core business de Facebook un peu. Hein. Donc il n'y a pas de livraison, c'est pas comme eBay. Est-ce qu'il y a un paiement genre PayPal ou autre? Non, justement, il y aura un paiement en ligne qui sera mis en place pour faciliter les transactions, comme il y en a beaucoup déjà qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller voir la personne, de voir l'objet, de toucher l'objet et de dire voilà, j'ai de l'argent, je te le donne tout de suite. Et voilà, il n'y a pas de transaction. Donc voilà, il n'y a pas de l'argent qui va aller vers Facebook. Enfin, l'idée de Facebook, ça sera toujours qu'on utilise de plus en plus Facebook, qu'on soit du matin au soir sur Facebook, ce qu'on fait déjà. Oui, parce que c'est ce qui remplace en fait l'affiche que les gens mettaient avant chez eux, chaton à donner. Maintenant, ça va être sur Facebook, chaton à donner. Exactement. On reste chez toi, ayant fini la lettre F, pour parler de G. Alors G comme Google, évidemment, c'est la grosse actu de cette semaine, puisqu'il y avait une espèce de, on peut dire, une espèce de keynote, mais à la sauce Google, avec plein d'annonces. La première, évidemment, c'est l'annonce du nouveau téléphone, le Google Pixel. Oui, donc c'était la Google Event, en fait pas la Google I.O. qui est la grande messe, la grande keynote, on va dire, qui se tient généralement au printemps. Donc cette année c'est tenu la Google I.O. Là c'était le Google Event qui en fait présentait les produits qui ont été pré-présentés à la Google I.O. Pixel, c'est le nom du nouveau téléphone de Google qui succède au Nexus. Ils ont changé de nom. Il y a une bonne raison. Hein. Déjà, voilà, il faut marquer le coup. Mais ce que voulait donc faire Google, c'était surtout concurrencer Apple et Samsung, et donc sortir un vrai téléphone que eux ont conçu
pas forcément qu'eux construisent, mais qu'eux conçoivent, mais dans le haut de gamme. Donc le Nexus était un téléphone un peu plus moyen de gamme. Le prix d'ailleurs est plus haut de gamme que le Nexus. Voilà, le Pixel est vraiment au même prix d'ailleurs que le dernier iPhone 7. Le Google Pixel se décline aussi en détail, comme les Samsung Galaxy, comme les iPhone 7. Donc le Google Pixel en 5 pouces et en 5 pouces et demi. Techniquement, et ça ils ont bien insisté, qu'ils sont identiques. Donc il faut pas acheter le plus grand pour avoir un meilleur appareil photo. Justement, ils ont bien communiqué sur le fait que c'est l'écran la différence. Ils ont l'appareil photo le plus performant du marché du smartphone. Après, ils ne l'ont pas comparé à l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus. Parce que il y a eu effectivement ces tests-là ont été faits par un laboratoire, et je pense, tu me corrigeras à ce niveau-là, je pense qu'ils n'avaient pas testé encore l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus. C'est DxOMark qui a fait le test. DxOMark, c'est un labo très respecté dans le monde de la photo. DxO est une boîte respectée dans le monde de la photo, et Mark, c'est leur labo de test. Et effectivement, ils lui donnent le meilleur score de tous les téléphones testés, sachant qu'ils ont testé l'iPhone 7, ils n'ont pas encore testé l'iPhone 7 Plus. Mais bon, maintenant, c'est bien, ça le signe que c'est un bon téléphone. Mais les différences de points sont pas genre il y a 20 points de plus que l'autre. Hein. On voit que sur les smartphones dans cette gamme de prix-là, ils se tiennent quand même un petit peu dans un mouchoir de poche. Mais c'est bien que le dernier téléphone soit le meilleur aussi appareil photo, évidemment. Voilà, à part ça, donc techniquement ils sont identiques, bien entendu l'écran varie en taille, la batterie aussi parce qu'il y a plus de place, tout le reste est identique. Ils ont aussi bien insisté sur le fait que c'est du haut de gamme, qu'ils ont un boîtier tout en aluminium avec des parties en verre. Le design rappelle beaucoup l'iPhone 7, à vrai dire, sauf que le bouton Home n'est pas à l'avant mais à l'arrière, donc avec les empreintes, et aussi ils ont insisté sur le fait que d'une part en 15 minutes on peut recharger le téléphone avec une autonomie de 9 heures. Donc ça, c'est quand même un plus. 15 minutes de chargement, 9 heures d'autonomie. 9 heures d'autonomie. Voilà, probablement en stand-by ou utilisation très réduite. C'est ce que les mesures veulent dire, mais c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Bon, Samsung a fait déjà pareil sur son dernier téléphone. Donc ils ont un chargeur rapide, donc on permet d'avoir une charge complète en 45 minutes. Donc c'est pas mal. Et ils ont surtout insisté en montrant la publicité qu'ils ont plein de nouvelles fonctionnalités. Mais ils en ont gardé une qui n'est pas une nouvelle fonctionnalité, c'est le port jack. Pour dire genre, Apple, vous nous avez bien embêté en enlevant le port jack, mais nous, on veut ce vieux connecteur que tout le monde sait utiliser. Voilà, donc c'était un petit peu la réponse à Apple. Par contre, ce qu'on déplore un petit peu, et surtout à ces prix-là, en sachant que la concurrence l'est, c'est le fait que le Pixel n'est pas étanche. Donc je trouve que de nos jours, sur du haut de gamme, on peut quand même partir du principe qu'on peut le rendre étanche, même si on a un port jack, parce que les Galaxy S7 le sont aussi étanches. Donc voilà, ça peut bien être pratique pour ceux qui ont des activités en extérieur comme moi. Donc voilà, dommage, j'achèterai pas de Pixel, pas cette génération, peut-être le Pixel, le Pixel S 2. Qui sortira l'année prochaine. Hein, le Pixel 2, le Pixel S, on verra bien. Voilà. Et donc le point qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est pas le premier téléphone de Google, mais c'est le premier téléphone que Google annonce comme étant le téléphone qu'ils ont vraiment conçu eux-mêmes. Voilà, ils n'ont pas donné la tâche à un autre constructeur pour le concevoir. Ils ont conçu le téléphone. Avec l'aide d'un constructeur, ils vont le produire, mais c'est bien un téléphone Google. Donc Google se lance vraiment dans la téléphonie mobile. Quelques autres petits points, mais qui sont peut-être les plus importants. Et chez Google, c'est peut-être ça le plus important. Le hardware, c'est le nouveau marché pour eux, mais leur core business, c'est le software. Et donc Android, la dernière version d'Android qui tournera bien entendu sur les Pixels. Autre
point très important, c'est que Google Assistant sera d'office installé et qui remplacera en fait Google Now, qui est standard chez les autres téléphones de marque Android. Donc on va peut-être rappeler un petit peu, on a chez Apple Siri, on a jusqu'à présent chez Google Now, qui va donc de plus en plus devenir Google Assistant. On va y revenir par la suite. On a d'autres assistants personnels, comme chez Amazon, on a Alexa sur l'Echo. On va en reparler tout de suite dans le prochain point. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est le software de Google Pixel. Alors, le soft, et puis moi, si j'ai bien compris, il y a encore, pour clôturer sur l'aspect photo, l'autre point fort de Google, c'est le cloud. Et ils offrent en fait un stockage illimité, au moins pour les photos. Je ne sais pas si c'est pour tout. C'est-à-dire que si on a fini quand on a un iPhone et puis quand on a rempli tout l'iPhone, il faut décharger les photos. On peut évidemment utiliser iCloud, mais c'est payant. Et là, en fait, Google offre, si j'ai bien compris, c'est logique, Google Photos est offert. Google offre Google Photos avec le Google Pixel. Oui, en fait, le Google Pixel existera en deux déclinaisons au niveau mémoire, donc le 32 Go et le 128 Go. Il n'y a plus rien d'autre. C'est les gens qui veulent tout stocker sur leur téléphone, les gens qui ne stockent pas grand-chose. 32 Go, c'est quand même pas mal. Mais là, effectivement, donc on a la possibilité déjà maintenant, chaque utilisateur de Google Photos peut stocker ses photos en illimité sur Google Photos, mais de manière compressée, pour les stocker de manière décompressée, non compressée plutôt. Il faut payer comme on paye pour le stockage à cloud, mais là effectivement les futurs acheteurs du Google Pixel auront un stockage non compressé, illimité des photos et des vidéos. Donc on pourra décharger son téléphone et avoir vraiment un backup. On le répète encore une fois, les backups et des mots de passe utiles sont très importants en informatique. Et là on vit dans le dématérialisé. On n'a plus d'album photo, on a tout en version digitale et ça serait trop bête de perdre des données. Et là Google Photos et le moyen, et donc quand on achète un Google Pixel, ce qui ne sera pas demain le cas en Belgique ni en France, mais on va en discuter, mais voilà, on a cette possibilité-là. Donc en parlant de la sortie, donc il est précommandable aux États-Unis et dans une série d'autres pays comme l'Allemagne et l'Angleterre dès maintenant. Il sera livré début novembre. Par contre, il n'y a aucune date de sortie ni pour la Belgique, ni pour la France, ni pour le Luxembourg. Donc voilà, je sais pas comment on va pouvoir pour aller chercher son Pixel en fait. Voilà, ou alors on va chez nos Allemands, nos amis allemands, et on va manger une choucroute. Voilà, le ICE. Voilà. Ok. Moi, ce qui m'amuse un petit peu dans cette annonce, c'est ça fait 40 ans qu'Apple répète, si on veut faire du bon logiciel, il faut commencer par faire le hardware. On ne peut pas faire du bon logiciel si on ne fait pas le logiciel et le hardware. Ça a été énormément discuté à l'époque des ordinateurs, puisqu'en fait les Mac étaient fondés sur ce principe-là, à côté de Microsoft qui vendait du logiciel et qui avait une pelletée de fabricants de PC. Et puis, bon, à l'époque, c'est plutôt la démarche Microsoft qui a gagné. Mais sur les téléphones, on voit que cette idée de concevoir à la fois le hardware et le software devient vraiment cruciale, puisqu'en fait Microsoft, ça leur a pas trop réussi, mais enfin ils ont racheté Nokia parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent des téléphones. Google en arrive à la même conclusion. Est-ce qu'on peut s'attendre bientôt à avoir un Samsung avec son logiciel Samsung, tu penses ? Samsung l'a essayé dans le passé, de faire son OS à sa sauce. Après, il faut avoir les moyens de lancer un OS, de le maintenir, et surtout d'avoir des développeurs pour avoir les bonnes apps sur cet OS-là. Microsoft est parti de ce principe-là. Ils ont racheté Nokia pour avoir le hardware. Bon, Microsoft a toujours fait du assez bon hardware, je trouve. Ils ont décidé de prendre le plus grand constructeur qui est historique de smartphone, de téléphone portable, on va dire, donc Nokia. Ils sont un petit peu
cassé les dents sur cela. Donc, ils ont d'ailleurs revendu leur participation dans Nokia. Donc, voilà, c'est pas si simple que ça. Apple, oui, depuis le début, a construit son téléphone avec son OS, mais avec une seule taille d'écran. Google est allé dans une toute autre voie en définissant son système en étant justement multi-écran, multi-taille d'écran et un peu plus ouvert, donc ce qui n'est pas du tout Apple, on va dire. Hein. Donc, il y a un port jack, on a compris, ça va. non, bah pour dire, je suis pas fanboy Apple du tout. Hein. Donc, j'utilise des produits Google, j'utilise des produits Apple, j'utilise des produits Amazon. Donc, on utilise le meilleur de chaque écosystème justement. Donc là, c'est l'écosystème qui va avoir son importance. Donc, Apple a su construire un écosystème autour de son OS qui à la base était sur Mac, qui a été décliné en tant qu'iOS pour un smartphone, mais qui après a vite vu grandir les tailles d'écran avec l'iPad et puis d'autres tailles d'écran de téléphone et les tailles d'iPad différentes. Donc ils ont été forcés un peu d'adapter leur OS aussi, mais Google va maintenant utiliser son OS pour pas mal d'autres hardware. Alors donc oui, justement, on connaît justement. Donc il y a une annonce. Il y a une deuxième annonce. Donc Google Pixel, c'est le nouveau téléphone. Il y a eu plusieurs autres annonces, mais il y en a une autre qui mérite un petit peu qu'on s'y arrête. C'est donc avec Pixel, Google s'attaque à Apple. Avec Google Home, Apple s'attaque à une autre société en A, Amazon et son Echo. Oui, en fait, il y a eu d'autres annonces. On va vite les citer. Donc, il y a eu un nouveau Chromecast qui a été mis en évidence, un Chromecast qui est plus cher. Chromecast, c'est le portable. Hein. Voilà, non, Chromecast, c'est la c'est la petite dongle sur la télé. Qui se branche sur la télé et qui en fait permet de streamer, de caster un flux vidéo et audio sur sa télé. Donc ça, c'est la solution de Google pour avoir de la vidéo et du son sur sa télé. Il existe une version audio uniquement pour la mettre sur une enceinte aussi. Et ils ont aussi annoncé un routeur qui est dédié enfin, l'idée c'est d'avoir une série de ces routeurs-là Wi-Fi dans une maison pour étendre, comme des répétiteurs, hein, pour étendre son réseau Wi-Fi. Donc là, on consomme, on est tout Google. Qu'est-ce qui manque? Il manque un point central, et le point central n'est pas comme chez Apple, je dirais plutôt le téléphone ou la tablette, qui est complémentarisé avec l'Apple TV, mais chez Google, c'est Google Home. Google Home qui étant vraiment la réponse à Amazon Echo. Et d'ailleurs, ils l'ont clairement annoncé comme cela lors de la Google I/O en mai. Ils ont dit merci à Amazon d'avoir fait Echo. Ça nous permet de faire Google Home. Alors, Google Home Amazon Echo, et on le connaît pas tant que ça parce qu'il n'est pas encore disponible chez nous. Donc tu rappelles un petit peu le principe? Oui, donc l'Amazon Echo, c'est un petit cylindre à la base qui a une série de haut-parleurs intégrés qui permet donc de donner des commandes à un assistant intégré qui s'appelle Alexa, une assistante, on va dire Alexa, effectivement, qui va exécuter vos ordres. Vos ordres étant, par exemple, joue telle musique dans telle pièce. Ou alors baisse la lumière dans telle pièce parce que vous avez des Philips Hue dans une pièce. Donc il y a une interaction entre les objets connectés qui a été pensée par Amazon Echo, décliné par après en des versions plus petites du bidule pour qu'il n'y ait plus par exemple le haut-parleur intégré. Mais effectivement, on a du mal à trouver ces objets-là chez nous parce que c'est des objets qui sortent aux États-Unis et qui sont basés complètement sur la reconnaissance vocale de l'anglais. Donc voilà, ils ont du mal à passer leurs frontières. Il sera bientôt lancé en Europe en novembre
je l'ai précommandé chez Amazon Allemagne. Donc voilà, on va pouvoir discuter avec Alexa en allemand. Tu révises ton allemand là. Voilà, non, c'est un peu ma deuxième langue, donc là ça ira. Mais effectivement, donc la réponse de Google à Amazon et Google Home, et on a une grosse différence vraiment, c'est la base de données, les savoirs qu'embarque Google dans le domaine. Google, c'est quand même 17 ans de moteur de recherche, chose que Amazon n'a pas, ne dispose pas. Et donc Google Home se devait aussi d'avoir son assistant. Donc justement, donc on a parlé au niveau du Pixel. Donc Google Assistant remplace Google Now. Et ben Google Assistant sera aussi l'OS, on va dire, ou la partie la plus importante de Google Home. Google Home, donc qui a de ce fait va pouvoir comprendre un peu ce que vous désirez, et un assistant personnel est quelque chose de plus que les Siri ou Google Now, parce que souvent, donc ces assistants-là sont conversationnels et contextuels. Donc on va pouvoir avoir une conversation avec cet assistant. Il va retenir nos préférences, nos souhaits, et en déduire des actions. Donc c'est quelque chose de il va beaucoup plus loin que Siri. Siri est une source d'informations. Elle nous donne des informations qu'elle trouve sur Internet généralement. C'est scripté, on va dire. Et le Google Assistant est une sorte d'intelligence artificielle qui va s'adapter à votre conversation. Donc, par exemple, ils ont donné cet exemple-là lors de la présentation, lors de Google I.O. Une famille a toute une interaction avec Google Home, du classique, genre savoir la météo, placer un rendez-vous, déplacer un rendez-vous, mais aussi par exemple savoir qu'on a déplacé un rendez-vous et l'assistant vous dit attention, vous aviez une réservation à un restaurant qui allait de pair avec ce rendez-vous-là, souhaitez-vous changer cette réservation-là aussi, ou alors à la limite, voilà, via une connectivité avec certains services de réservation, l'assistant va savoir qu'il n'y a plus de place disponible 1 heure plus tard à ce restaurant-là et va vous proposer d'autres restaurants du même type. Ça, c'est quelque chose de contextuel. Donc, l'assistant va savoir que vous aviez choisi une pizzeria et va vous proposer d'autres pizzerias pour remplacer la réservation initiale. Donc, ça, c'est quelque chose que Siri ne pourra pas faire, de prendre elle-même l'initiative. Autre exemple, c'est la famille qui quitte la maison, dit au revoir à Google Assistant, et Google Assistant en déduit que vous quittez la maison et va baisser la température du thermostat parce que il est connecté avec Nest. Il va mettre en route le système d'alarme qui est aussi connecté. Donc toutes ces prédictions, ces actions autonomes sont impossibles à imaginer avec Siri, mais par contre Google Assistant aura tendance à aller dans cette direction-là. Tout ne marchera pas tout au début, mais c'est justement ces interactions-là, ces API qui sont ouvertes, qui permettront donc de communiquer ces informations d'un objet connecté à Google Home et à un autre objet connecté. Alors moi, la question que je me pose, c'est quel est le business model derrière ? Parce que le business model d'Apple, c'est de te vendre du matériel Apple et accessoirement de te vendre un petit peu de contenu sur iTunes, des choses pareilles. Mais clairement, l'idée, c'est de te... Siri est là pour que tu sois content de ton iPhone, tu sois content de ton... Puisqu'il débarque sur les... il est sur les iPads et il débarque sur les Macs, si j'ai bien compris. Parce que je dois faire la mise à jour, c'est ce que mon Mac me disait. Attention, maintenant tu vas avoir Siri. Mais j'ai pas fait la mise à jour, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Donc c'est essayer que tu sois content du système et que tu continues à acheter du hardware. Amazon, c'est de te vendre. Parce qu'évidemment, tu peux écouter de la musique, mais tu peux aussi recommander, je sais pas moi, des lames de rasoir. Oh mon Dieu, j'ai plus de lames de rasoir. Et hop, Alexa te renvoie tes lames de rasoir le lendemain matin. Mais chez Google, le modèle, c'est l'agence de pub. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser toute l'expérience qu'ils vont acquérir sur toi pour te fournir des pubs encore plus ciblées ? Et par exemple, la pizzeria... puisque tu vas pas à la pizzeria à laquelle tu voulais aller, on t'envoie à la pizzeria qui a payé le plus cher pour être bien référencé dans Google Assistant. Non, ça ne sera pas vraiment ça. Je pense que Google ce que veut Google, c'est justement construire cet écosystème que Apple a réussi à construire. Plus on consommera du Google,
par le téléphone portable, par Google Home, par le moteur de recherche, par les pubs qu'on va cliquer à gauche et à droite qui viennent de Google. Plus on va utiliser l'assistant et mieux on sera profilé par Google. Et Google, c'est ça qu'il veut. Il veut avoir des profils utilisateurs pour nous vendre des publicités. Donc c'est ça l'idée de Google, c'est d'avoir de plus en plus d'informations. Et donc c'est bien l'agence de pub, quoi, derrière. Exactement, oui, tout à fait. C'est le modèle du... tu fais rentrer le publicitaire chez toi, quoi. Oui. Oui, combien de fois vous vous baladez sur différents sites et vous voyez exactement la publicité sur un sujet oui, vous avez chatté il y a quelques minutes avec un ami, hein, effectivement. C'est systématique, ça. Bon, bah donc Google Assistant, ça c'était les grandes nouveautés de Google Event. Est-ce je pense qu'on a bien fait le tour là sur le. Oui, je pense qu'on a assez parlé de Google là pour ceux qui nous disent qu'on parle trop d'Apple. Là, on a parlé beaucoup de Google. Vous avez bien entendu, hein, Google. Alors on continue sur G. On va plus parler de Google, on va parler de GoPro. Rapidement, avec un petit gadget que j'ai trouvé très amusant. C'est un Kickstarter. Donc ça veut dire, 1, il faut s'armer de patience. 2, le produit qui va être livré sera sans doute un peu différent de ce qui est présenté maintenant. Mais l'idée j'ai trouvé vraiment amusante, c'est R. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de, une grosse flèche dans laquelle on vient insérer une GoPro. Et alors, on envoie la GoPro en l'air, on la lance en l'air, on la lance vers un copain ou on la lance en hauteur. Et la GoPro va filmer le lancer, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des shots aériens, mais avec 3 fois rien, sans avoir besoin de prendre un drone et tout ce qui va autour. Et évidemment, à un prix qui est beaucoup plus raisonnable, puisque le Kickstarter le met aux alentours des 50 €. Je trouvais l'idée... Enfin, voilà, moi, ça m'a amusé ce genre d'idée. Faut bien mesurer les limites du gadget parce que contrairement à un drone, on peut pas le piloter, hein, on le lance et donc il part dans une direction et puis tu fais la photo. Mais il faut un truc qui à mon avis va bien marcher. C'est une espèce de fonction selfie. Tu le lances en haut et puis quand il est très très haut, tu fais le selfie ultime quelque part avec le machin qui est en train de redescendre vers toi. Voilà, Kickstarter, livraison bientôt. Ça me paraît chouette, non? Ça fera des belles vidéos où les gens se prennent le bidule dans la tranche. Donc voilà, YouTube va être content. Il y aura le bêtisier aussi, effectivement. Ils annoncent quand même que le gadget est dans une espèce de mousse assez léger, tu vois, notamment pouvoir flotter s'il tombe dans l'eau. Mais oui, effectivement, quand on aura... Est-ce qu'il y a la version pour couple? On met une fléchette devant pour tuer sa femme. Non, il n'y a pas. Affreux, totalement affreux. Allez, G comme GoPro, M comme Maker. M comme Maker avec un petit gadget amusant, c'est encore une fois un Kickstarter, donc on aurait pu faire Kickstarter en finale, mais bon. Eslof, c'est un produit, c'est construit autour d'Arduino, et c'est l'idée de rendre Arduino un peu plus accessible, en ayant des petits, des petits modules qu'on va pouvoir emboîter les uns avec les autres pour construire son objet, et derrière une notion de cloud, c'est-à-dire que les modules étant emboîtés vont se connecter à un cloud Arduino sur lequel on va pouvoir définir la fonction qu'on veut. Et donc par exemple pour faire un talkie-walkie, on prend un haut-parleur, on prend un micro et comme les deux vont se connecter au cloud, quelque part on a un petit talkie-walkie qui permet de communiquer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un Kickstarter, donc là aussi il va falloir s'armer de patience, ils vont sans doute arriver en retard, ils vont sans doute pas être exactement comme c'était prévu, mais ça c'est le classique du crowdfunding. Le projet est quand même soutenu entre autres par la Commission européenne, donc ils ont eu des subsides pour concevoir le gadget. Eslof. Mais c'est suédois, c'est ça? Ça vient de ces pays-là, mais j'ai pas retenu le truc. Le type avait un accent, c'est clair. Allez, N comme Nike. Tu te souviens des Retour vers le futur? Les chaussures? Ma trilogie préférée. Les chaussures, quand dans le troisième, là, quand il y a les chaussures qui se lassent tout seul. Nike nous avait déjà fait... C'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième? Dans le je me trompe. Oui, t'as raison, le troisième, c'est dans le passé. C'est moi qui me trompe. Donc, Nike a sorti des chaussures. Enfin. Alors,
pour le moment, c'est encore un petit peu limité parce qu'ils en ont fait une petite centaine de paires, un petit peu moins que 100 d'ailleurs. Et l'idée, c'est de les vendre dans une espèce de loterie. Donc, tu dois t'inscrire et puis tu espères être un des gagnants de la loterie. Alors, pour le moment, la loterie est essentiellement aux States et il y aura quelques paires qui seront vendues, mais là, aux enchères, à Londres et je ne sais plus dans quelle autre ville, mais en tout cas pas chez nous. Ça sera des petites pointures alors pour le marché européen. Je sais pas. Je sais pas. Alors, ils expliquent qu'il y a énormément de technologie pour arriver à justement faire la chaussure qui garde une forme de chaussure et une taille de chaussure et qui est quand même capable de se lasser toute seule. La vidéo est assez bluffante, ça vaut la peine d'aller voir. Et voilà, donc les chaussures de Retour vers le futur. Alors, je veux. Tu veux? Eh ben vas-y, tu t'inscris. Tu tentes de gagner à la loterie. Alors, N comme Nike, R comme rumeur. Tu as une rumeur, Bruno? Oui, bah, ça sera une petite brève. C'est une rumeur qui vient d'un site de news italien, traduite après en anglais. Ça aurait pu être N comme Netflix, c'est R comme rumeur, parce que c'est vraiment une rumeur. Apparemment, Netflix pourrait être acheté par Apple ou Disney. Eh ben, voilà. Imaginez ça. Non, en fait, voilà, Netflix commence à avoir beaucoup de succès, tout le monde parle de Netflix, surtout aux États-Unis, mais il faut savoir que Netflix, ils font 7 millions de dollars 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Bon, ou Apple, on sait très bien ce qu'ils font, hein, tous les trimestres ils nous envoient les chiffres, mais Disney fait pendant la même période 52 milliards de dollars, c'est beaucoup de zéros, c'est trop de zéros pour moi, et donc voilà, Netflix a un peu du mal à garder le rythme de nouveaux abonnés. Pas étonnant, il faut qu'ils donnent un petit peu plus de contenu à nous petits Européens, hein, s'il vous plaît. Et donc Apple verrait bien se racheter Netflix pour compléter son offre de streaming. Une rumeur. Est-ce que ça va être fondé? On aurait été parmi les premiers à l'avoir dit. Donc souvenez-vous des technos, 93e épisode du 6 octobre 2016. Le 7 parce qu'on nous écoute demain. Le 7, on a c'est l'astuce, on enregistre le jeudi, on nous écoute le vendredi. Est-ce que Samsung, encore une nouvelle avec le smartphone qui s'envoie en l'air? Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, on connaît les déboires de Samsung avec le Note 7. Ici, par contre, c'est quelque chose qui vient de tomber. Hein. Juste avant l'enregistrement, aux États-Unis, un avion a été évacué parce que un Note 7 a commencé à fumer, à émettre de la fumée plutôt. Et donc, ils ont évacué tout l'avion. Et il faut savoir que, en fait, ce n'était pas un Note 7 première génération, mais déjà un Note 7 que Samsung avait remplacé. Donc il semblerait qu'ils continuent à avoir des problèmes, non seulement avec les smartphones, mais avec les smartphones qu'ils ont remplacés, mais aussi avec plein d'autres objets. Donc affaire à suivre. Oui, et puis c'est extrêmement dangereux ça, hein, parce qu'il y a eu un vol qui s'est crashé récemment, et les premières analyses montrent qu'en fait c'est un début d'incendie, et la fumée a... Alors on n'a pas encore, l'enquête n'est pas finie, mais on parle du fait que les passagers ont été intoxiqués en fait par la fumée. Donc c'est vrai que dans un avion, c'est extrêmement dangereux. Oui. C'est dangereux partout, mais ailleurs, bon, à la limite, c'est le propriétaire qui se met en danger, mais là, il met en danger tout l'avion, quoi. Oui, ailleurs, on ouvre la fenêtre et on laisse sortir la fumée. Pour en parler d'expérience personnelle, je peux vous dire que l'odeur qui se dégage d'une batterie au lithium qui commence à prendre feu est tout simplement affreuse. Elle est très très acide, et ça ne fait pas énormément de fumée, mais c'est surtout l'odeur qui est dérangeante. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, des batteries au lithium qui brûlent. C'est un explosif par définition. C'est pour ça que sur les compagnies aériennes, des batteries au lithium de plus de 280 Wh sont interdites tout court, et voilà, venant d'un téléphone que tout le monde a dans sa poche, ça peut être très très dangereux dans un espace fermé de la sorte, effectivement. S comme Samsung, Y comme Yahoo, ils existent toujours. On a dit qu'on allait faire tous les grands, sauf
Oui, on va être gentil. On va faire l'historique des grands alors là. Voilà. Donc Yahoo. Bon, ça sera une brève aussi parce qu'on va pas s'attarder là-dessus non plus. Juste mentionner le fait que Yahoo a été accusé de surveiller les emails, les courriels. Ça, voilà, on s'en doutait que ça peut arriver, mais ce qui est le plus important, c'est la réaction des autres, hein, comme Apple et Google, qui ont dit attention, Yahoo, oui, eux, ils peuvent surveiller, peut-être qu'ils l'ont fait, on ne dit pas qu'ils l'ont fait, mais peut-être qu'ils peuvent le faire. Mais nous, en tout cas, on l'a pas fait. Apple l'a pas fait, Google n'a pas fait. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment le cas? J'en doute un petit peu. Et on arrive déjà à la lettre W comme what the fuck. Bruno. Oui, en fait, un de nos chroniqueurs, Marc, pour pas le citer, pas Marc, qui est en vacances, mais l'autre Marc l'a relevé, mais je l'avais relevé aussi. Donc moi, qui utilise un Mac, bien entendu, qui suis amoureux de mon Mac, ce qui est très intéressant quand on ouvre un produit Apple, c'est un peu l'odeur qu'on a en ouvrant ce produit. Après, ça s'estompe, bien entendu. Et ben justement, une société qui a l'habitude de faire des petits accessoires pour iPhone et pour Mac, 12 South, vient de commercialiser une bougie à l'odeur d'un nouveau Mac. Mais oui, pour $24 et l'équivalent d'une cinquantaine d'heures d'odeur, on peut avoir l'odeur d'un nouveau Mac. Sinon, il y a plus simple, effectivement, on peut prendre une boîte et simplement la renifler. C'est plus simple. Donc voilà, on nous prend un petit peu pour des moutons. Donc voilà, tout ce qui est Apple, surtout on l'achète. Si j'ai bien, parce que j'ai quand même lu le machin, c'est horriblement mensonger dans le sens où c'est pas vraiment l'odeur de la boîte, ce truc. Non, il y a des odeurs de menthe, de cannelle et tout comme ça. Voilà, ils ont tenté. C'est l'interprétation artistique de l'ouverture d'une boîte de Mac. Exactement. Et ils mettent simplement l'étiquette, odeur de Mac. Donc on rappelle le prix. $24 pour 50 heures d'odeur d'un nouveau Mac. Bon, c'est moins cher que d'acheter un nouveau Mac. Oui, c'est pas mal. Effectivement, si t'as un ami qui aime bien, tu veux lui faire un cadeau, t'as pas trop d'argent, c'est peut-être une idée. Voilà. Ok. Donc c'était le 93e épisode des Technos. On a, j'espère, quand même bien gardé la boutique pendant l'absence de Marc. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec notre abécédaire comme d'habitude. Salut Bruno. Salut, et on va essayer d'avoir un M comme Microsoft la prochaine fois, je vous le promets. Ok, on tient la promesse.